Alain Krivine, Une vie en rouge, un film signé Jeanne Lefebvre qui nous fait revivre, pour certains en tout cas, une grande époque de notre histoire politique, une époque où la force des idées pouvait pousser des leaders et des mouvements à aller très loin, trop loin, diraient certains. Ce sera justement l'objet de nos échanges avec nos invités sur ce plateau. Daniel Obono, bienvenue. Vous êtes député La France Insoumise de Paris. Vous venez des rangs de la LCR et du NPA, la LCR entre 2004 et 2009 et le NPA entre 2009 et 2011. Et vous avez connu Alain Krivine. Pascal Perrineau, bienvenue à vous également. Vous êtes politologue, professeur à Sciences Po et vous êtes l'auteur d'un Que sais-je sur le populisme. Jean-Christophe Cambadélis, bienvenue à vous. Vous êtes président du mouvement Nouvelle Société, ancien premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous êtes l'auteur de ce livre Hier, aujourd'hui et demain, une vie politique dans le roman de la gauche chez VA Éditions. Vous venez des rangs de l'extrême gauche, vous aussi, de l'OCI et du PCI, parti trotskiste. Et puis Sylvain Boulouc, bienvenue à vous. Vous êtes historien, spécialiste de l'extrême gauche, auteur de Le peuple du drapeau noir, une histoire des anarchistes aux éditions Atlante. Merci à tous les quatre. Revenons d'abord, si vous le voulez bien, sur le militant Alain Krivine et sur la façon dont le film le présente. Il y a une certaine unanimité des personnages du documentaire, des intervenants, sur la fidélité à ses idées, sur sa constance. Est-ce que vous l'avez reconnu? Est-ce qu'il est tel que vous l'avez connu, Daniel Obono, Alain Krivine, dans ce film? Oui, en fait, je partage cet avis. Alors moi, j'ai rejoint la LCR en 2004, enfin 2003-2004. Ça a pris un certain temps avant de rentrer. Et donc, je n'ai pas connu le dirigeant de l'organisation, Alain Krivine. J'ai connu le militant. Et c'était assez marquant, d'ailleurs, parce qu'il avait assumé des rôles de direction pendant très longtemps dans l'organisation. Comme le montre le film, ouais. Il a été un des rocs, y compris pendant les périodes difficiles. La première figure présidentielle de l'extrême gauche. Et il était, quand j'ai rejoint l'organisation, un militant, un peu comme tout le monde. Qui faisait la permanence téléphonique, hein, c'est ce qu'on voit dans le film. Qui faisait du travail de terrain, mais qui n'était pas non plus comme tout le monde, parce qu'on savait que c'était Alain Krivine. Et donc, moi, j'étais plutôt dans un courant d'opposition à la majorité qu'il défendait. Mais c'est vrai qu'il y avait un énorme respect. Il y a toujours eu un énorme respect, y compris dans les courants opposés à celui de la majorité, pour ceux qui représentaient et ceux qui continuaient à représenter en étant toujours un militant après toutes ces années. Il y a quelque chose d'assez marquant aussi dans le film. Pascal Perrineau, vous allez nous donner votre avis. Il apparaît très sympathique, Alain Krivine, dans le film. Est-ce qu'il apparaît, entre guillemets, trop sympathique, sachant que quand même, il appartenait à un mouvement violent. Et d'ailleurs, c'est Romain Goupil qui le dit. Ce que prenait Alain Krivine était très violent. Mise en place d'une milice d'autodéfense pour prendre le pouvoir, chasser la bourgeoisie et à terme faire la dictature du prolétariat. Est-ce que ce film le montre sous un visage peut-être un peu trop idéalisé ? Oh, certainement, il y a dans l'approche de ce film une certaine fascination pour l'objet, Alain Krivine. C'est un film un peu hagiographique. Il n'y a pas de marge, du moins dans les témoignages, beaucoup pour la critique. Et pour le sens critique vis-à-vis de ce qu'a pu représenter Alain Krivine. Alors, Alain Krivine, sympathique, moi je ne l'ai jamais connu personnellement, je l'ai connu dans les débats. C'était un débatteur redoutable qui avait assez peu d'empathie. Il pouvait être sympathique, il avait assez peu d'empathie, c'est-à-dire il avait assez peu de capacité à entendre un avis radicalement autre que le sien. Le monde, mais c'est normal, le monde de ces extrêmes est un monde dans lequel l'autre est toujours un ennemi. Dans la démocratie telle qu'ils la conçoivent, l'autre est un ennemi. Ça n'est pas un adversaire avec lequel qu'on peut écouter, avec lequel éventuellement on peut faire des compromis. Et on est au cœur de ce que l'on va aborder tout à l'heure. Donc il était tout à fait porteur, oui, de cette culture révolutionnaire avec une grande constance, parce que c'est assez rare. En effet, un homme qui, de son extrême jeunesse à sa mort, reste militant dans le même courant de pensée, etc. Mais on peut lire ça aussi autrement. Il y a eu beaucoup d'anciens, et il y a beaucoup d'anciens trotskistes qui ont fait un long chemin pour s'émanciper de leurs amours de jeunesse. Lui n'a pas fait ce chemin. Est-ce que c'est un signe de vision, ou est-ce qu'au fond, c'est un homme qui s'est un peu enfermé dans ses amours de jeunesse et qui n'a pas tiré d'expérience de ses échecs? Encore un mot, Jean-Christophe Cambadélis, sur la personne d'Alain Krivine. Il était quand même parmi les plus modérés des révolutionnaires. C'est dit dans le film d'ailleurs que lui refuse tout ce qu'ils ont appelé terrorisme d'extrême gauche. Bon, pour ce que je connaissais, puisque moi je l'ai combattu, puisque j'étais membre d'une autre organisation trotskiste, pour que je connaissais en privé, puisque je l'ai rencontré plusieurs fois
en privé, il n'était pas du tout l'homme public. Débatteur sur ce plateau, il exprimait une certaine délimitation révolutionnaire. En privé, il était curieux de tous. Il avait une vision à 360 degrés de l'ensemble de la gauche. Ce n'était pas un sectaire dans une organisation et dans des organisations. Donc il entrait dans la peau d'un personnage au moment des débats. Non, il était curieux, il voulait savoir, il voulait comprendre. Quand je le rencontre pour les assises de la transformation sociale qui va donner lieu à la gauche plurielle, je fais le tour de tout le monde, donc je fais le tour de Krivine, je lui demande s'il veut participer, bien sûr, il me dit non. Mais je lui dis, est-ce que tu veux voir Jospin? Il me dit oui. Et ils se rencontrent. J'étais très curieux de savoir comment ça s'était passé. Et donc, je l'interroge à la sortie, enfin, la sortie quelques jours plus tard. Et il me dit, Jospin, c'est un militant. Et c'est assez étonnant venant de sa part. Donc, il y avait comme cela dans l'organisation une dimension à l'extérieur qui était extrêmement dure, mais à l'époque, toutes les organisations étaient assez, on va dire, assez raides. Et c'est une donnée qui existe aujourd'hui encore dans la gauche. Mais en même temps, dans le privé, il n'était pas comme ça. Oui, c'est pas qu'il était plus souple. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il était curieux. Et ce que ne démontre pas le documentaire, c'est qu'il est un des membres, un des animateurs de ce grand mouvement anti-impérialiste qui commence au milieu des années 60, en 65 avec les Zengakuren, qui marche sur le port de Tokyo au moment où le porte-avions Enterprise est là, avec une extrême violence, qui va beaucoup marquer le mouvement étudiant allemand dont on parle, le SDS, avec Rudi Dutschke, mais qui était lui plutôt proche d'Herbert Marcuse et de l'école de Francfort que de la révolution permanente de Léon Trotsky. Mais c'est un mouvement général, c'est un mouvement générationnel qui va aller jusqu'au milieu des années 70. Ça, c'est bien indiqué dans le documentaire. Mais Krivine, sans son bureau politique, ce n'est pas Krivine. Sans Ben Saïd, sans Henri Weber, sans Jeannette Abel, sans Charles Michalou, sans Cyrulnik, sans toute une série de dirigeants qui n'était pas le cas de l'organisation dans laquelle j'étais, moi, où il n'y avait qu'un seul dirigeant qui était Pierre Lambert. C'est une génération dans la génération. Et c'est une génération révolutionnaire qui débat, qui s'oppose, qui se quitte, mais qui reste amis. Ouais. Et qui ne cède pas un pouce de terrain sur ses idées, Sylvain Boulouc, c'est ce qui se dégage en tout cas du film. Non, là c'est pour Krivine, c'est une continuité absolue des années, même de son passage par le PC, où on sent une forme de nostalgie pour ce qu'a été l'organisation de masse. Et le rêve de Krivine était, parce qu'il était, il était léniniste et restait léniniste, c'était de recréer les conditions d'une organisation telle que le parti bolchevique avait pu la générer entre 1905 et 1917. Donc il y a cette continuité historique quasiment absolue. Alors avec des changements, puisque le PC était devenu pour Krivine et pour les trotskistes une révolution dévoyée. Enfin, le communisme réel était devenu une révolution dévoyée, mais il y a cette continuité, cette volonté de recréer systématiquement ou de chercher à recréer la matrice originelle qui est la phase, disons, 1917-1924, puisque c'est le modèle trotskiste idéalisé. Et là, il y a, alors ce qu'on ne voit pas dans le documentaire, il y a justement cette image, cette formation théorique qui a été extrêmement importante, qui semble complètement disparaître au profit uniquement de l'action, alors qu'il y a un substrat théorique qui est beaucoup plus fort par les lectures, par le milieu familial, alors c'est un peu évoqué au début, mais qu'on retrouve dans le bureau politique de la LCR après. Je voudrais que l'on revoie ensemble un passage du film qui nous a semblé marquant et peut-être révélateur d'une forme de jusqu'au-boutisme un peu aveugle chez Alain Krivine. C'est Olivier Besancenot lui-même qui raconte la réaction de Krivine lorsque les résultats du premier tour de la présidentielle de 2002 tombent, ce 21 avril, où Jean-Marie Le Pen est qualifié pour le second tour. Écoutez comment Alain Krivine vit ce moment, c'est raconté par Olivier Besancenot. Je me souviens d'un camarade qui reçoit les résultats au téléphone et qui allonge les résultats sur le papier. Et évidemment, moi, je reste scotché sur Le Pen. L'onde de choc, Jean-Marie Le Pen, sa présence au second tour met la France à la une des journaux du monde entier. Et du coup, il y a comme un brouillard qui se fait dans ma tête, j'oublie le restant. Et lui, Alain, il va jusqu'au bout, et il me regarde, il me fait « On est devant le Parti communiste français ». C'est le premier truc qui me sort. Il fait, il y a Le Pen, il faut appeler à descendre dans la rue, mais on est devant le PC. Et lui, pour l'histoire d'Alain, évidemment, c'était une revanche, quoi.
C'est un passage marquant, Daniel Obono. Est-ce que, à ce moment-là, Krivine est un peu aveuglé par cette guéguerre qu'il oppose au PCF et il n'en voit pas l'événement de ce scrutin qui est le passage au deuxième tour? Lui qui a pourtant lutté contre le fascisme, subi la Shoah. C'est une erreur? Manque de clairvoyance? Non, je ne crois pas. Après, 2002, pour beaucoup, c'est un choc à plusieurs niveaux. Donc, après, comment on processe l'ensemble, c'est aussi partie de l'histoire des uns et des autres. Et c'est vrai que, y compris quand moi j'étais à l'LCR, le rapport au Parti communiste était quelque chose qui était toujours très prégnant dans les positionnements par rapport au Parti socialiste aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un rapport particulier. Mais trop peut-être, au point de ne pas voir les vrais sujets importants. Il explicite aussi, et bon, ça c'est le témoignage d'Olivier Besancenot, le fait qu'il faut aller dans la rue, et il faisait partie avec les militants de la LCR, de celles et ceux qui étaient dans la rue, et j'y étais aussi en 2002 pour s'opposer à la présence. Et nous avons participé, toute cette gauche-là aussi, à ces mobilisations. Mais vous ne diriez pas, vous, que Krivine passe à côté de la montée de l'extrême droite et du rejet de l'étranger qui est en train de non, je ne crois pas, parce que, y compris pour moi, qui à ce moment-là avait commencé à militer, c'est aussi un tournant, et c'est à ce moment-là qu'avec d'autres militants, nous décidons de rejoindre la LCR, parce que le résultat de Olivier Besancenot marque aussi quelque chose de nouveau, et pour ma part, je l'inscris dans mon parcours politique et un renouveau pour une gauche radicale. Ce passage-là, ça fait partie des erreurs auxquelles vous pensiez tout à l'heure quand je vous ai dit on va en parler, des erreurs potentielles, des erreurs politiques d'Alain Krivine. Il ne faut pas oublier qu'Alain Krivine, il vient du Parti communiste. Il vient d'une famille, d'un milieu. Il suffit de voir le destin d'une partie de ses frères qui sont restés, eux, fidèles au Parti communiste. Donc c'est l'homme d'une fidélité, vous l'avez dit tout à l'heure, mais cette fidélité, elle a été rompue quand on lui a montré la porte de sortie au Parti communiste. Et là, il n'y a rien de pire, si vous voulez, que les querelles de famille. On le sait, il n'y a rien de pire. On est dans le jeu des petites différences, des chicailles. Ça rend aveugle ou pas? Vous parleriez d'aveuglement? Bien sûr, ça rend aveugle, comme ça rend aveugle dans les familles, ça rend aveugle dans les familles politiques. Et il n'y a rien de plus sournois, de plus enfermant que ces querelles d'introvertis. Et là, on est en pleine querelle d'introvertis. Parce que, si vous voulez, la population, les électeurs regardent ça avec une distance littéralement phénoménale. Ces chicaillas entre les différentes sensibilités de la droite extrême ou de la gauche extrême, véritablement, les électeurs n'en ont rien à cirer, si vous me permettez cette familiarité. Mais eux, ça les occupe beaucoup. Les militants des extrêmes, ça les occupe beaucoup, et ils y mettent une énergie qui n'est pas raisonnable au regard du résultat. Parce que le résultat de tout cela, aujourd'hui, le dernier candidat du NPA, si je me trompe, à l'élection présidentielle, il a fait 1%, quoi. Même pas 1% des suffrages exprimés. Donc sur la longue période, quel échec. Mais est-ce que Jean-Christophe Cambadélis, c'est ce qu'on peut appeler peut-être d'erreur de la part de Krivine? Il y en a eu d'autres, ce non-rapprochement avec la gauche mitterrandienne qui l'approche à un moment donné, qui approche ses troupes, et il s'y refuse, il refuse de s'approcher de cette gauche-là, ce qui l'empêche du coup de rassembler, d'être plus fédérateur. Est-ce que ce sont ça, les erreurs d'Alain Krivine, l'homme politique, ou pas? Les erreurs d'Alain Krivine, elles sont inscrites au moment où il est exclu de l'UEC, où Paul Laurent, pour le bureau politique, lui annonce qu'ils sont exclus. À ce moment-là, il se lève, avec Claude Chisseret et quelques autres, et ils chantent l'Internationale pour marquer leur rupture complète avec le Parti communiste. Parti communiste qui est pour eux, je ne parle même pas de la social-démocratie, du Parti socialiste, tout ça c'est très loin, mais le Parti communiste qui est l'obstacle à la constitution du Parti révolutionnaire. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas Krivine. Donc toute sa vie, il aura lutté pour supplanter le Parti communiste et construire une formation de type léniniste qui sera nécessaire pour prendre le pouvoir, etc., sur une ligne révolutionnaire, c'est-à-dire de rupture avec la société capitaliste. Bon, donc à partir de là, on entend d'ailleurs aujourd'hui ce type de discours. Tous les sociodémocrates, centristes ou autres sont des obstacles à la nécessité que le peuple s'exprime, qu'il dise sa vérité. Et donc, ce n'est pas anormal que le soir du résultat de 2002, lui voit que le Parti communiste est derrière la candidature de Besancenot, candidature qui a été possible grâce au Parti socialiste, au passage, qui le regrettera fortement, mais grâce au Parti socialiste et pas au Parti communiste, qui n'a pas donné de signature.
Bon. Donc, il voit une espèce de revanche. Alors après, oui, comme c'est un mouvementiste et quelqu'un qui sent les choses, il voit bien que l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle allait produire quelque chose, et on le verra le 1er mai suivant, où toutes les formations de gauche sont dans la rue. Mais donc il dit il faut y aller. Mais pour lui, militant révolutionnaire, trotskiste, la question fondamentale, c'est le fait que le Parti communiste est battu. Daniel Obono? Non, je voudrais quand même rappeler que, en tout cas, moi, la LCR que je rejoins à ce moment-là, dans cette période, il y a bien sûr les références, et vous avez raison de souligner quand même un corpus théorique qui forme et qui a formé des générations de militants et militantes, mais il y a aussi cette ouverture aux mouvements sociaux. C'est indiqué et montré dans le film, et je crois que c'est important aussi pour montrer peut-être le paradoxe de ce courant-là du trotskisme, d'avoir cette capacité à être, voilà, on peut même dire des fois un peu dogmatique. Moi, c'est des critiques que j'ai pu avoir avec ces camarades-là. Et en même temps ouvert au mouvement. Décembre 95 est passé par là, des mouvements sociaux, le mouvement féministe, etc. Et donc d'avoir aussi le mouvement antiraciste. Ce sont des militants qui ont été très impliqués contre l'extrême droite, contre le FN. Et donc il y a quand même ces deux dimensions-là. Il y a un mot qui est beaucoup répété dans ce film, c'est le mot radicalité, et ce n'est pas sans faire écho à la radicalité qu'on entend beaucoup dans la bouche de beaucoup de leaders politiques aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je voudrais que l'on voit ensemble s'il y a des parallèles à faire avec la gauche radicale d'aujourd'hui. Avant de vous entendre sur ce point, je voudrais qu'on réécoute Edoui Plenel et sa définition de Krivine et de la gauche. C'est très court, écoutez. Alain Krivine, c'est toute l'histoire de la gauche. C'est un refus, c'est une négation, donc il se dresse, voilà, il dit non. Alors, est-ce qu'il y a des parallèles à faire avec le fait de se dresser, de dire non aujourd'hui? Est-ce que c'est... Pardon pour cette question un peu directe, mais est-ce que l'héritier de Krivine, c'est Jean-Luc Mélenchon? Il faut être sérieux. On ne peut pas dire, voilà, Krivine, c'est toute l'histoire de la gauche. C'est l'histoire d'un rameau ultra-minoritaire de la gauche. La gauche, c'est bien autre chose. Ça commence à la fin du 19e siècle, autour d'une gauche républicaine. Ensuite, il y a la gauche socialiste, la gauche communiste. En effet, la critique trotskiste. Donc cette définition d'Edoui Plenel ne vous va pas du tout? Non, me convainc absolument pas. Du point de vue dont il parle, je comprends la logique de Plenel, qui a certainement marqué par une assez forte nostalgie de cette période. C'était quelqu'un d'essentiel, en particulier dans la rédaction du journal Rouge, où il a tenu des positions qui sont des positions plus qu'extrêmes, vantant les charmes de la violence révolutionnaire. Donc, de son point de vue, je le comprends tout à fait. Mais on ne peut pas résumer les gauches, d'ailleurs, il ne faut pas parler de la gauche, ça ne veut pas dire grand-chose. Les gauches, on ne peut pas résumer les gauches à, en effet, le nom de Krivine. Il y a eu bien d'autres noms, il y a différentes manières de dire non. Là, vous avez le non révolutionnaire, le non radical. On sait très bien à quoi on s'oppose. On ne voit pas très bien ce que l'on propose. Et puis, vous avez un non à la société telle qu'elle est, qui est le non plutôt, au fond, du réformisme de gauche. Et c'est un très vieux débat, réforme ou révolution. Hein. Et c'est un très, très vieux débat. Et qui se dit à ce moment-là, non, nous, notre non, il débouche sur un compromis. Hein, parce qu'on ne veut pas simplement se contenter de dire non, on veut dire oui à quelque chose. Et pas oui à une illusion. Hein, et c'est ce qui différencie tous les tempéraments de la gauche aujourd'hui. Un non radical et un non modéré. Alors, Mélenchon, il se situe beaucoup dans la tradition, même s'il faut se méfier. Mélenchon, c'est pas l'héritier, j'allais dire, du trotskisme de mai 68, même si personnellement, il en est issu. Il est issu d'une de ses branches. Hein, il a fait un peu toutes les gauches différentes, le Parti socialiste, l'alliance avec le Parti communiste, et puis la France insoumise. Aujourd'hui, il est porteur d'un certain pluralisme de la gauche, même s'il n'a jamais été marqué par un attachement au compromis social-démocrate. Ça n'a jamais été la marque de fabrique, c'est le moins qu'on puisse dire, de Jean-Luc Mélenchon. Et au fond, ce que cherche Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, c'est comme, au fond, la démarche révolutionnaire, avec de multiples guillemets. Ça n'a pas marché par le haut, dans une stratégie, au fond, léniniste, où Lénine disait qu'est-ce que c'est qu'un syndicat? C'est une courroie de transmission du parti vers les masses. Et maintenant, il y a une croyance, on voit, c'est la gauche d'en bas.
Alors tout le monde vous dit c'est la gauche d'en bas, le mouvement social, cette espèce de gauche mouvementiste. Et là, avec son intelligence politique, c'est ce qu'a compris Jean-Luc Mélenchon. Il cherche à se faire le héros de ce mouvement d'en bas. Mais ce mouvement d'en bas, aujourd'hui, je ferai 2 remarques simplement très brèves. Ce mouvement d'en bas, ça fait très longtemps qu'on entend le 3e tour social, le mouvement social. L'explosion sociale. Vous allez voir l'explosion sociale, on l'entend déjà dans le discours d'Alain Krivine, et ça ne vient à peu près jamais. Et puis, la nature, aujourd'hui, des mouvements sociaux ont beaucoup changé. Le dernier grand mouvement social en France, c'est quoi? C'est le mouvement des Gilets jaunes. Hein? Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce grand mouvement social qui a été le mouvement des Gilets jaunes, il se retrouve très peu, si vous voulez, dans la gauche radicale d'aujourd'hui. Jean-Christophe Cambadélis. Ouais, s'il suffisait de dire non pour être un radical révolutionnaire, le général de Gaulle a dit non. Oui. À sa manière, même si nous le combattons pour certains... Jean-Marie Le Pen a dit non. Et beaucoup d'autres ont dit non à un moment donné. Le problème, c'est le contenu du non. Bon. Et peut-être après, quel type de société on veut. Qu'est-ce qui vous a fait avancer. passer, vous, de la gauche dite extrême, de l'extrême gauche, au Parti socialiste? Quel est ce chemin? Quelle est cette évolution? Comment la qualifier? C'est un chemin intellectuel de la rupture avec le matérialisme historique, le matérialisme dialectique. C'est d'abord un cheminement intellectuel. Et puis le fait que je ne croyais pas que la révolution allait venir, même si on était dans une génération qui croyait à l'éminence de la révolution, je ne croyais pas qu'elle pouvait venir. Et je pensais même que le côté révolutionnaire, rupturiste, dans un soir, avec des petits matins qui chantent, engendrait un type de société. Et vous croyez en la radicalité aujourd'hui ou pas? Mais tout le monde est radical. Qui n'est pas radical dans notre société? Qui n'est pas radical? Même les réformistes sont radicaux, puisqu'ils sont dans la négation, ce que dit Plenel, ils sont dans la négation de ce qui existe, c'est-à-dire le développement spontané du système capitaliste. Alors, Sylvain Boulouc, et je vous laisse répondre ensuite, Daniel Obono. Non, il y a juste une chose sur radical, il faut faire attention au sens du mot, parce qu'en fait, ça vient de la gauche américaine, c'est des radicals, et c'était toute forme de contestation un tout petit peu développée du système politique américain. C'est-à-dire, quelqu'un qui demande l'instauration de la sécurité sociale aux États-Unis est un radical. Après, on a une transposition à la française de ce terme radical. Alors, on n'est plus du tout dans la même logique, parce que là, pour nous en France, un radical, c'est quelqu'un qui serait plus dans une optique révolutionnaire. En fait, on a juste changé le terme. Oui, c'est ça, c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. On passe de révolutionnaire à radical, finalement. En fait, on est passé de gauche révolutionnaire ou de révolutionnaire tout court à gauche radicale, et aujourd'hui, encore entre les deux, il y a eu gauche altermondialiste, mais c'est toujours le même terme que... Et qu'est-ce qu'on l'entend aujourd'hui, ce mot radical, Daniel Obono? Vous le revendiquez, ce mot de radicalité? Ah oui, oui, et également celui de la rupture, mais ce que vous disiez sur le lien entre Krivine et Mélenchon, je pense qu'au contraire, je pense qu'il y a eu plutôt un rendez-vous raté. Et moi, j'étais à la LCR au moment où Jean-Luc Mélenchon a quitté le Parti socialiste, et je fais partie de ceux qui ont argumenté dans la LCR pour rejoindre le front de gauche et participer à ce regroupement, parce que j'avais rejoint la LCR justement pour, à ce moment-là, l'unité des révolutionnaires. C'était, il y avait Arlette Laguillier qui avait aussi fait un score intéressant, et on se battait pour l'unité des révolutionnaires. Et je pense que c'est plutôt ce rendez-vous raté-là, ce désaccord vis-à-vis de Mélenchon, qui pour moi marque la différence. Mais par rapport à ce que vous disiez, en vérité, il y a toujours une extrême gauche dans ce pays. Le NPA existe, LO existe, il y a toute la chapelle, toutes LFI, les chapelles. Donc la France Insoumise n'est pas un parti. Mais justement, je pense que c'est la différence. Il y a une différence d'approche, même si on partage, je crois, un certain nombre de fondamentaux, de critiques et même de propositions. Mais il y a une différence. Et pour moi, ce que défend Jean-Luc Mélenchon, on peut l'appeler populisme de gauche, mais c'est pas un populisme qui, ce que vous disiez, appelle à l'incarnation autour d'un homme. C'est la théorie de l'ère du peuple, c'est une théorie qui s'affirme comme révolutionnaire, mais une révolution citoyenne. Et effectivement, en assumant de dire on part du peuple. Et vous voyez, il y a un déplacement, par exemple, les débats avec les camarades du NPA, c'est pendant très longtemps, une génération de la gauche radicale et de l'extrême gauche a parlé de la classe,
voilà, uniquement de la classe. Et le déplacement que fait Jean-Luc Mélenchon, c'est parler du peuple. Et on est dans un autre antagonisme. Alors c'est un choix aussi tactique, mais il y a une autre stratégie révolutionnaire qui est la révolution citoyenne, etc. Ouais. Donc je pense que là, il y a c'est ça la différence. Et en même temps, il y a pas une continuité, mais je crois que ce qu'a construit Alain Krivine avec la LCR et qui a donné notamment le résultat d'Olivier Besancenot en 2002, puis ensuite en 2007, c'est justement en fait l'idée que avoir un discours radical dans l'opposition au capitalisme, etc., pouvait avoir un écho bien plus large que l'espace de cette extrême gauche-là. Et c'est ça, en fait, je crois, qui a fait ensuite que, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est devenu possible d'envisager la rupture qui s'est faite ensuite. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est accepté? Je voudrais juste vous donner quelques chiffres. Revendiquer et afficher cette radicalité, est-ce que ça paye? Question qu'on peut se poser quand on lit les chiffres de Brice Teinturier, patron de l'Ipsos dans Le Monde, qui nous dit 53% des sondés estiment que l'opposition de la France Insoumise est trop radicale. 57% jugent le parti La France Insoumise dangereux. 59% trouvent qu'il attise la violence. Est-ce que la radicalité revendiquée par la gauche, et je vous laisserai réagir, mais je vais faire un tour de table sur cette question, est en train de se retourner contre elle? Bien sûr, parce que, si vous voulez, on n'a jamais dégagé une majorité dans les urnes de manière démocratique. Alors certes, on peut dire c'est la démocratie formelle, en fait ça se passe dans la rue. Mais les Français ils sont plutôt attachés à ce que ça se passe dans les urnes. On n'a jamais, dans l'histoire électorale, vu une coalition majoritaire qui se fait à partir des extrêmes. Jamais. Ça ne s'est jamais vu, on le verra peut-être demain, mais pour l'instant, ça ne s'est jamais vu. Donc c'est un leurre de penser que la radicalité peut marcher? Bien sûr, parce que la radicalité fait peur, c'est ce qui se passe dans les enquêtes. D'ailleurs, vous apercevez que, en effet, Jean-Luc Mélenchon, à la dernière élection présidentielle, fait un bon score. Il ne faut pas croire qu'il y a derrière lui une gauche qui est majoritaire, loin de là. Quand vous faites le total de tous les candidats de gauche, candidats socialistes compris, candidats verts compris, la gauche n'a jamais été aussi faible en France. La gauche n'a jamais été aussi faible en France. Et aux législatives, même, la fameuse NUPES fait moins que le total de ses candidats quelques semaines plus tôt à l'élection présidentielle. Donc il faut faire très attention à ne pas transformer ça en espèce de raz-de-marée de la gauche mélenchoniste. Ça n'a pas du tout eu lieu. Donc je crois que cela fait peur. Et on le voit dans les sondages d'opinion, jusqu'au sein même de la gauche. C'est le meilleur moyen, à mon avis, pour que toute une partie d'électeurs de gauche qui avaient fait les victoires jadis de Lionel Jospin, de François Mitterrand, aillent voir ailleurs. Ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils vont voter, ils sont allés voter tout de même assez massivement pour Emmanuel Macron, ces électeurs socialistes, complètement déboussolés. Et on verra d'ailleurs si certains, puisqu'un espace social-démocrate tentent de revivre, ne vont pas aller vers ce pôle social-démocrate. Parce que cette gauche extrême, cette gauche radicale, dit-on aujourd'hui, si vous voulez, elle effraie. N'oublions pas que tant que le Parti communiste a été le premier parti de gauche, la gauche ne pouvait pas gagner les élections. On poursuit l'échange, je vous demande d'être bref parce que le temps file. Oui, première chose, c'est peut-être regarder le taux d'abstention. Et le taux d'abstention à gauche. Parce qu'en réalité, la réalité, c'est que la gauche, pour de multiples raisons, est devenue le premier parti abstentionniste quand on regarde. Mais ça confirme le fait que la radicalité n'attire pas. Oui, c'est pas contradictoire, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai non plus. C'est deux choses. Mais on est sur cette question de radicalité. Est-ce que oui ou non, ça paye, ça marche? Dans certains cas, ça peut. Dans d'autres, ça n'a pas marché. En fait, c'est le terme qui pose problème. Est-ce que l'attitude de LFI et de la NUPES plus largement rencontre l'adhésion d'une partie majoritaire de la population? À l'heure actuelle, ça ne semble pas être le cas. Après, il faut rappeler une vieille formule bolchevique des bolcheviks au Parlement tsariste, c'est on fait de l'agitation pour un jour conquérir l'opinion. Et on est dans... Un jour, ça paiera, quoi. Un jour, on est toujours dans cette logique-là. C'est utile pour Mélenchon, mais c'est pas utile pour la gauche. C'est-à-dire que pour Mélenchon, ça lui permet de se construire. Et il en a fait la preuve. Et les socialistes sont venus apporter leur pierre, les écologistes la leur, les communistes entraînant des pieds, ont fait exactement la même chose. Donc Mélenchon a multiplié par 2 ou par 3 le nombre de parlementaires, ça lui donnait une assise nationale. Mais la gauche, je reprends ce qui vient d'être dit, a fait moins. Et même, ça c'est quand même quelque chose qui doit nous faire réfléchir.
quand les candidats de la NUPES étaient face au Rassemblement national, c'est le Rassemblement national qui a gagné les élections législatives. Donc, la stratégie rupturiste, on va dire, ou de gauche de populiste, ne permet pas de construire une majorité électorale. Ça permet de faire beaucoup de choses. Et renforce le RN, c'est un peu ce que vous dites. La preuve, c'est le premier parti à l'Assemblée nationale, c'est le Rassemblement national. Moi, je suis désolé. Il en faut bien entendu avec cette analyse, parce que quand on parle de l'État aujourd'hui, de l'électorat de gauche, c'est pas Jean-Luc Mélenchon ou la LFI ou la NUPES qui a été au pouvoir, y compris quand la gauche était en responsabilité, une autre gauche était en responsabilité. Donc il y a peut-être un lien aussi dans un discours qui n'était pas très radical non plus, peut-être pas suffisamment radical pour démoraliser. Donc la radicalité ne l'effraie pas. Vous ne craignez pas que... Non, la question c'est pas ça. C'est de quoi on parle et à quel moment on parle. Par exemple, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle du blocage des prix, c'est pas l'appropriation des moyens de production. On ne vous parle pas justement d'un discours d'extrême gauche classique. Mais aujourd'hui, le blocage des prix, ça peut apparaître radical à certains, ceux qui sont contre. Mais pour les gens dont les factures aujourd'hui s'accumulent, qui ne savent pas comment ils vont finir leur fin de mois, je ne suis pas sûre que ce soit si radical que ça. Moi, je ne crois pas que, y compris le programme partagé de la NUPES, soit un programme révolutionnaire. C'est un programme, pour le coup, on va dire réformiste radical. Mais donc, encore une fois, je pense que le mot en lui-même, ça ne veut rien dire. C'est radical à certains moments. C'est radical peut-être aux États-Unis, ça ne l'est pas en France. Donc, c'est une question de contexte. Et encore une fois, je suis désolée aussi, aujourd'hui, s'il existe une gauche, quand on regarde la situation en Italie, s'il existe une gauche encore dans ce pays, c'est grâce, et pas malgré, c'est grâce à ce que nous, on a pu construire, je le dis, mais y compris humblement, mais quand même, parce que en Italie, des choix ont été faits de ne pas avoir un discours radical. Les choix ont été faits de s'extrême centriser, le centre-gauche, le centre-droit. Ça a été défendu en Italie. On a vu où ça mène. C'est la disparition complète et c'est l'extrême droite qui est au pouvoir. Donc, faut faire ce bilan-là. 21%. Enfin, oui, elle n'a pas disparu. Elle fait plus que la gauche en France. Excusez-moi, mais de mon point de vue, je termine. De mon point de vue, y compris, elle se considère comme centre-gauche. Elle est complètement diluée avec un discours qui est inaudible. Et donc, le résultat, aujourd'hui, en Italie, c'est que l'extrême droite mussolinienne est au pouvoir. Ce n'est pas arrivé en France, je crois, en partie grâce à ce qu'on a pu faire. Donc ça, c'est après un bilan. La LFI est présente au Parlement depuis 5 ans. Elle est en tête lors des élections présidentielles. Ça n'a pas empêché Marine Le Pen de faire le score qu'elle a fait. C'est-à-dire d'être au deuxième tour. Je vous ai écouté. C'est-à-dire d'être au deuxième tour et d'être, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le parti qui a 90 parlementaires. Donc quand on nous dit la radicalité que nous avons incarnée et fait que la gauche est debout et que l'extrême droite n'est pas en dynamique, je suis désolé. Juste terminé, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit aujourd'hui, quand on regarde la situation en Italie et en France, ce n'est pas le discours radical qui a mené l'extrême gauche au pouvoir. Et par ailleurs, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, nous sommes 75. Nous sommes passés de 17 à 75. Et Jean-Luc Mélenchon fait 22%. Combien fait la candidate de l'autre gauche? Voilà. Donc ce discours-là, il ne fait pas non plus venir les gens aux urnes. Et la radicalité, le mot radical est repris un peu par tout le monde, et on l'entend même dans la bouche d'Elisabeth Borne, Première ministre, à propos de radicalité écologique. Donc, dernier mot, dernière question, peut-être dernier tour de table très rapide. Radicalité semble en tout cas attirer de nombreux politiques. Oui, bien sûr, parce que... Presque une mode, presque une tendance. Oui, mais les modes, comme toujours, ont des bases. Et si vous réfléchissez à cette fascination qu'on sent dans l'opinion publique pour la radicalité, mais la gauche radicale n'a pas le monopole de la radicalité. La radicalité de droite, vous savez, c'est vraiment quelque chose. Et il y a même une certaine forme de radicalité centriste quand on parle du fameux hypercentre. Donc il faut se méfier. La radicalité est quelque chose de bien partagé. Pourquoi ? Parce qu'on a une opinion française qui est une opinion très sceptique vis-à-vis de la politique. Je ne vais pas vous apprendre ça. On le mesure régulièrement année après année et tous les partis sont à peu près mis dans le même sac, et les filles comme les autres d'ailleurs. Et puis, deuxièmement, si vous voulez, les Français sont en colère.
Et cette colère, elle a besoin de trouver des exutoires. Et ce mot leur parle. Parfois, c'est l'abstention. Et parfois, c'est simplement une fascination pour la radicalité. C'est la première fois dans une élection présidentielle que les candidats radicaux, dans leur diversité, ont fait 56% des suffrages. Vous vous rendez En compte ? quelques mots, Sylvain Boulou. Oui, juste, si on regarde l'histoire, le Parti radical, c'est celui qui fait les grandes lois de la Troisième République. Et Centriste radical, en fait. oui, mais il s'appelait comme ça. Hein. Ouais. Donc l'expression radicalisme peut changer à travers... Et radico-socialisme peut changer à travers les âges. Donc il faut faire attention. Et c'est vrai qu'après, c'est une question de mode. C'est un mot qui est devenu passe-partout, alors qu'il a une connotation initiale qui a strictement rien à voir avec celle qu'on... Jean-Christophe Cambadélis, en quelques secondes. Devant l'impasse sociale, politique dans laquelle on est, les Français sont en colère et ils cherchent des solutions radicales. Bon. Alors après, est-ce que c'est des radicales rupturistes pour leur proposer quasiment une autre société, ou est-ce que c'est réformiste, ou est-ce que c'est libéral, ou est-ce que c'est d'extrême droite? Mais dans tous les discours, vous avez une espèce de prise au col du peuple français. Hein, on veut l'emmener et on veut lui répondre de cette manière. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a différentes formes de radicalité. Mais moi, je pense que ce pays, dans le moment où il est, dans la situation extrêmement dangereuse dans laquelle il est, parce que je pense que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, dans cette situation-là, il faut des solutions qui soient portables, Non acceptables, Non radicales. et réformistes. Peut-être radical, mais réformiste. Daniel Obono. Non, mais vous évoquez la question écologique et je pense que c'est assez parlant parce que effectivement, il y a un niveau d'exigence, en tout cas dans les générations militantes, puisqu'on a commencé à parler d'une figure militante et sur la question de l'écologie, parce que en fait, la situation impose cette exigence-là. Le mot radicalité, c'est aussi aller à la racine des choses, aller à la racine du problème. Et l'exigence aujourd'hui portée par ces nouvelles générations, c'est de dire on ne peut pas se contenter en fait de ce qu'on faisait avant, justement d'un discours de consensus et qui amène à ce qu'on est face à la 6e extinction des espèces et où on a un monde qui est en train de se désintégrer sous nos yeux. Et je pense que cette exigence-là, elle est exemplaire et elle nous appelle en tant que politique et responsable, d'être à la hauteur dans ce qu'on propose. Et je crois que nous, c'est ce qu'on essaie de porter, en tout cas. Et c'est le même héritage, peut-être, qu'on partage avec Alain Krivine. Et toute la boucle est bouclée. Toute cette génération, en tout cas, moi, dont je me sens faire partie. Et je crois qu'elle a apporté aussi, pas simplement à la gauche, mais aussi à l'histoire de ce pays, quelques belles réussites, même si la révolution, elle est toujours à construire. Et on s'arrêtera là. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ce débat, à cette émission Un Monde en Doc. On se retrouve très très vite sur Public Sénat. À bientôt.